Nouroudine Sakasalé, nous sommes le 20 octobre 2020. Je reviens encore ce matin avec mes questions bêtes comme d'habitude pour interpeller un peu les consciences et vous soumettre à de petits exercices pratiques. Qu'ils vous souviennent, je vous avais précisé que la question des élections présidentielles dans nos pays africains était essentiellement et demeure toujours une question communautaire. C'est-à-dire que les électeurs se déplacent vers les urnes en fonction de leur identification et de leur référence par rapport à une identité communautaire, parfois ethnique. Je vais vous prendre deux exemples de l'actualité et faire le lien avec la question du parrainage. Pourquoi je veux faire le lien avec la question du parrainage? C'est parce que justement, la liberté de candidature à à 16 élections présidentielles, garantissait la liberté de représentativité au niveau communautaire. Pourquoi je fais le lien avec la question du parrainage? Je prends l'exemple de la Guinée. Je vous avais dit sur Africa 24 que le parrainage avait été rendu inapplicable par le Conseil constitutionnel de Guinée, ce qui fait que les candidatures étaient devenues libres, au-delà des questions minimales de droits civiques à respecter et des questions minimales de capacité d'être candidat. Donc le Conseil constitutionnel guinéen avait donc supprimé la question du parrainage pour l'élection présidentielle, ce qui a permis d'avoir une douzaine de candidats. Et quand vous prenez exactement la photographie des candidatures, on sent qu'il y a deux candidats qui se détachent nettement du lot. L'un d'ethnie Peul et l'autre d'ethnie Soussou ou Malinké, un peu plus généralement. Ce qui fait que aucune ethnie ne se sent exclue. Aucune ethnie ne se sent rejetée. En dehors des deux candidats majoritaires, on serait dans un cas comme le Bénin que beaucoup de gens auraient dit, oh, il y a 12 candidats, il y a des candidatures fantaisistes. On a déjà eu à évoquer cette question-là. Mais la liberté d'entrer en candidature, la liberté de se proposer évite beaucoup de drames. Même s'il y a eu des drames à déplorer, on peut constater tout au moins, en toute objectivité, que le fait d'avoir enlevé la question du parrainage en Guinée-Conakry a évité ce que nous sommes en train de vivre actuellement en Côte d'Ivoire. Donc c'est le second exemple sur le parrainage sur lequel je vais aboutir après avoir parlé du cas de la Guinée. Concernant le cas de la Côte d'Ivoire, le parrainage a été maintenu avec tout ce qu'il y a eu comme souci. Le parrainage a été maintenu. Je crois que tout le monde aujourd'hui voit très bien ce qui se passe parce que justement, la contestation se fait de plus en plus forte en fonction de l'implantation communautaire de chacun des candidats qui a été exclu. Je ne vais pas aller dans les détails pour vous montrer que c'est justement l'application du parrainage qui a permis d'éclipser, d'exclure certains candidats et qui pose aujourd'hui problème avec tout ce qu'il y a comme soulèvement. On dénombre déjà quelques morts, on dénombre des dégâts matériels, il y a beaucoup d'incertitudes sur la tenue de l'élection elle-même, même si le pouvoir tient à donner l'apparence d'une élection qui peut se tenir, il y a beaucoup de contestations à ce sujet. Donc, si on compare les deux exemples qui sont d'actualité actuellement dans notre sous-région ouest africaine, on constate que là où il n'y a pas eu de parrainage, la situation préélectorale a été plus apaisée et le scrutin a été d'une manière ou d'une autre, après la campagne, plus ou moins apaisé. Le second cas où le parrainage a été maintenu, nous sommes en plein dans des troubles, dans une crise préélectorale qui va peut-être se poursuivre et remettre en cause la possibilité d'un scrutin apaisé et donc ramener au goût du jour une crise post-électorale peut-être plus accrue que celle que nous avons connue en Côte d'Ivoire en 2010. Alors, la question que je vais vous poser aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la question du parrainage peut s'apparenter à une espèce d'eugénisme politique? Je ne voudrais pas utiliser le terme d'apartheid, même si les manifestations sont quasi semblables. Pourquoi je le dis? Quand on empêche d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas parler d'exclusion dans notre cadre béninois, mais je vais parler d'eugénisme politique et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on empêche les tenants d'une certaine communauté ou d'un parti politique
d'exister, comment est-ce que nous voulons que les militants ou les personnes qui s'identifient à cette partie-là, à ce parti politique exclu, aillent voter? Est-ce que indirectement, ce n'est pas une manière de sélectionner ceux qui vont aller voter? Est-ce que ce n'est pas une manière de sélectionner et de créer une espèce d'eugénisme politique dans l'exercice des droits civiques? Parce que si on vous empêche d'exister en tant que parti politique, c'est qu'on vous empêche automatiquement de participer à un scrutin. C'est qu'on vous empêche d'aller voter. Je ne vais pas vous rappeler le triste souvenir de l'élection législative que nous avons eue, du semblant d'élection législative que nous avons eue le 28 avril 2019. Le taux de participation qui était monstrueusement humiliant parce que justement, il n'y avait que le seul parti du chef de l'État divisé en deux qui était présent au scrutin. Les militants du PRD ne sont pas allés voter. Les militants de l'UDBN ne sont pas allés voter. Les militants du MOEL Bénin ne sont pas allés voter. Pourtant parti de la mouvance présidentielle. La majorité, quelques-uns sont sûrement allés voter, mais si vous vous rappelez, le taux de bulletins nuls qu'il y a eu et le taux de participation, si nous avons un taux de participation qui est largement en deçà de 30%, on ne peut que parler d'apartheid politique. Parce que justement, les conditions sont créées, même si ce n'est pas dit expressément aux gens, nous ne voulons pas que vous alliez voter. D'une manière ou d'une autre, les conditions sont posées et sont calculées pour que certains n'aillent pas voter. Donc, de facto, le droit de vote commence à être contesté aux gens. Donc, l'application du parrainage, justement, quand on prend en compte les deux exemples que j'ai cités plus haut, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, on sent que la question du parrainage va aboutir à un apartheid politique, tout au moins à un eugénisme politique, parce que, indirectement, c'est une manière de dire à une frange de la population donnée, qui se trouve, dans notre cas, le Bénin, être majoritaire, nous ne voulons pas que vous alliez voter. On va essayer de nous faire croire que le parrainage est libre. Vous êtes sûr qu'il y a des députés parmi ceux que nous avons là qui sont même capables de rencontrer des leaders d'opposition, qui sont capables de les rencontrer? Est-ce qu'ils les acceptent concrètement? Est-ce qu'ils acceptent même l'existence de certains leaders politiques? Dans d'autres pays, la constitution d'un parti politique n'est que déclarative. Ce n'est qu'une déclaration administrative qui est faite. Au Bénin, nous sommes confrontés quasiment à un concours d'agrégation. Un concours d'agrégation où certaines personnes sont dignes de pouvoir créer un parti politique, alors que nous savons très bien qu'elles ne sont pas capables de rassembler une cour commune dans laquelle elles habitent. Et d'autres personnes, on les exclut. Il y a un eugénisme politique qui est en train d'être mis en cours au Bénin. Un eugénisme politique parce que une frange du pouvoir est en train de vouloir choisir pour l'autre frange de la population. Exclure un parti politique, c'est exclure automatiquement ses militants. C'est un eugénisme politique qui est en train d'être créé. Et si nous n'y prenons garde, nous allons lentement mais sûrement sur les traces de crises politiques qui vont peut-être nous être plus délétères que les autres pays. Pensons-y. Pensons-y. J'épouse totalement les propos du professeur Aïvo, que je constate a évolué dans le temps sur la question du parrainage. Au tout début, il affichait une apparence, une certitude, laissant croire que la question du parrainage pour lui n'était pas un souci. Au fil du temps, et j'en suis heureux, il a emboîté le pas de ceux comme nous qui pensent que le parrainage ne doit pas exister. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai entendu, j'ai beaucoup adoré l'entendre dire que s'il n'y a qu'une seule personne au Bénin pour faire sauter le verrou du parrainage, il sera cette seule personne. Je veux lui rappeler que nous serons deux. Nouroudine Sakasalé aussi fera tout. Il fera feu de tout bois pour que le parrainage, cette mesure injuste et qui s'apparente aujourd'hui à un eugénisme politique, sorte de notre système politique béninois. Merci beaucoup.